Bien. Bonjour, merci d'être venu aujourd'hui. Bienvenue à La Paillasse. Très rapidement, je vais vous présenter le concept des chatbots et comment en fait ils peuvent être utilisés dans un contexte de soins. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'un chatbot? C'est très simple, c'est un logiciel informatique qui a pour but de simuler une conversation avec un humain. Donc, les chatbots ne sont pas quelque chose de nouveau. Vous vous rappelez sûrement du petit trombone Clippy sur Microsoft Word qui était en bas à droite de la fenêtre, avec qui vous pouvez poser des questions pour qu'il vous explique un petit peu comment vous servir de Word. Et le tout premier chatbot, en fait, c'était un chatbot qui s'appelait Elisa, qui a été fait en 1966, qui a été composé de seulement une centaine de lignes de code et qui avait pour but d'être une sorte de psychologue, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, comme vous voyez, il posait des questions très ouvertes aux personnes dans le but, voilà, de les faire parler, de les faire s'exprimer. C'était une sorte de psychothérapeute virtuel. Et aujourd'hui, les chatbots, en fait, ils vont être surtout utilisés dans le service client. L'idée, c'est que le chatbot arrive à gérer les cas les plus simples, les questions les plus récurrentes des utilisateurs, et qu'un opérateur humain, en fait, prenne en charge juste les questions les plus complexes posées par les utilisateurs. Voilà. Toujours dans cette logique de faire gagner du temps. Donc, pourquoi est-ce que aujourd'hui on parle énormément des chatbots? Pourquoi maintenant, alors qu'avant, ils existent depuis presque 40 ans? C'est parce que voilà, il y a les gros acteurs américains du numérique qui s'y sont mis. Donc vous connaissez sûrement Siri. Donc Siri, c'est aussi un chatbot, mais c'est un chatbot vocal, parce qu'en fait vous lui posez une question par la voix et il va vous répondre. Mais c'est le même principe qu'un chatbot en langage texte. Et si vous voulez, depuis que tous ces acteurs s'y sont mis, les chatbots prennent vraiment un énorme essor, aussi de par le fait que maintenant on a des objets physiques pour représenter ces chatbots. On parle du Google Home, de l'Amazon Alexa que vous pouvez poser chez vous et vous lui posez tout un tas de questions et il est là pour vous aider, toujours pareil, pour vous faire gagner du temps. Et les autres informations importantes à retenir, c'est qu'aujourd'hui, on voit un petit peu une sorte de déclin des applications mobiles. La majorité des utilisateurs ne téléchargent plus d'applications mobiles. Et quand on a téléchargé une application mobile, en général, on ne s'en sert pas ou on n'en s'en sert qu'une fois. Vous devez vous en rendre compte par vous-même avec les applications que vous avez. Vous servez tout le temps des mêmes applis. Il y a plusieurs raisons à ça. C'est que déjà, il faut aller sur l'App Store, il faut créer un compte, il faut télécharger l'application mobile. Ensuite, il faut se souvenir de où est-ce qu'elle est dans son smartphone. Voilà, tout ça, ce sont des freins à l'usage de ces outils. Et nous, voilà, quand on a développé Vic, l'idée, c'était de réduire un petit peu tous ces freins. L'autre tendance aussi importante, c'est que on a un essor des applications de messagerie instantanée, type Messenger, WhatsApp, WeChat en Chine ou encore Viber. Ce que l'on voit à l'heure actuelle, c'est que ces applications sont aujourd'hui plus utilisées que les réseaux sociaux. On va avoir près de 1 voire 2 milliards d'utilisateurs sur les applications comme WhatsApp ou Messenger, 650 millions d'utilisateurs sur WeChat. Voilà, les utilisateurs aujourd'hui utilisent ces applications tout le temps. Donc, si vous voulez, quand vous développez un nouvel outil, maintenant, plus que de développer une nouvelle app, ce qui est intéressant, c'est d'aller toucher les utilisateurs dans les outils qu'ils utilisent au quotidien. Et ça va être les applications de messagerie. Et c'est là où les chatbots sont intéressants, c'est qu'en fait, les chatbots peuvent s'intégrer dans ces applications-là. C'est-à-dire que vous avez juste à rajouter un contact, comme si vous rajoutiez un ami, sauf que ça va être le chatbot, ça va être le petit robot, et vous allez pouvoir commencer à discuter avec lui. Donc, pas besoin de télécharger de nouvelle application, pas besoin de créer un compte, pas besoin de vous souvenir où est l'application. Vous pouvez directement interagir avec l'outil. Donc, très rapidement, comment est-ce qu'un chatbot fonctionne? Il y a 3 problématiques majeures dans un chatbot. C'est d'une part comprendre la question posée par l'utilisateur, réussir à partir de sa question à rendre la réponse la plus appropriée, et ensuite gérer le flux de discussion. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de poser bêtement, de répondre bêtement à l'utilisateur, c'est qu'il faut savoir le relancer ou lui poser une question supplémentaire pour avoir un peu plus d'informations. Ensuite, Pierre détaillera vraiment plus spécifiquement notre technologie, mais là, ça vous donne un aperçu très grossier des différentes problématiques dans l'univers des chatbots. Les chatbots ont beaucoup de limitations.
à l'heure actuelle. On est très loin du film Her, où l'acteur peut poser n'importe quelle question et il va obtenir une réponse qui sera au final beaucoup plus pertinente que ce qu'un humain aurait pu lui donner. Aujourd'hui, il y a deux grosses problématiques dans les chatbots. C'est d'une part la compréhension de la question et la contextualisation de la question. C'est-à-dire, une personne pose une question, je peux lui fournir un millier de réponses. J'ai besoin d'informations pour contextualiser ma réponse et lui fournir la réponse la plus appropriée. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs outils qui permettent de fournir la réponse la plus appropriée. Aujourd'hui, il y a 4 technologies faites par les plus gros constructeurs du domaine. Ils font ce que l'on appelle du Natural Language Processing. En français, c'est de la compréhension du langage. Donc en fait, ils fournissent des outils qui permettent d'extraire des variables d'une phrase. En gros, vous saisissez une phrase en champ libre et cet outil va extraire les variables, va extraire les mots-clés qui permettent à notre outil de comprendre la question et de donner la bonne réponse. Et les autres éléments qui sont intéressants dans les chatbots, c'est tout ce qui permet d'illustrer un petit peu l'interface graphique. C'est-à-dire qu'au-delà de la compréhension de la question, au-delà du champ libre, il y a tout un tas d'éléments contextuels qui vont permettre de guider l'utilisateur dans la conversation. On peut voir là sur cette slide, donc au-delà des textes, on peut donner des images, mettre des vidéos, mettre des liens internet, on peut rajouter des boutons, rajouter ce qu'on appelle des quick reply. Voilà. Parce que la grosse problématique que l'on a dans les chatbots, c'est que quand les utilisateurs arrivent dans le chatbot, ils ne se rendent pas forcément compte des sujets que le chatbot est capable d'aborder. Ils ne savent pas très bien quelles questions poser au chatbot. Et tous ces éléments-là, ça permet de les guider dans la conversation ou de leur montrer de manière très simple ce que le chatbot est capable de faire. On vous montrera après du coup comment est-ce que l'on réutilise cela dans Vic. Donc, le sujet d'aujourd'hui, la grosse question, c'est est-ce qu'on va arriver à un chatbot médecin, à une intelligence artificielle qui va remplacer les médecins. L'idée, c'est pas d'aller là. L'idée, c'est plus de voir le chatbot ou de voir les assistants virtuels comme une nouvelle personne dans le parcours de soins. On connaît le pharmacien, l'infirmière, le médecin. Le chatbot, on pense que ça apporte une nouvelle personne, une nouvelle entité, une entité neutre, une entité qui ne fournit pas de regard, qui ne juge pas la personne et qui fournit une réponse instantanée. Et maintenant, Pierre va vous présenter WeFight et notre assistant virtuel Vic. Bonjour à tous. Donc, faut que je mette là. Donc à WeFight, on développe une intelligence artificielle dont le but c'est d'améliorer la qualité de vie des patients atteints de cancer, donc qui se sont diagnostiqués. Alors pourquoi WeFight? On est parti de plusieurs constats. Le premier, c'est l'augmentation du nombre de cas de cancer en France et dans le monde, avec le fait que le cancer devient une maladie chronique. On vit de plus en plus longtemps avec un cancer, souvent avec des traitements à long cours. Et on prévoit aussi une réduction du nombre d'oncologues à mettre en rapport avec l'augmentation. On se dit qu'il y a vraiment un besoin pour des outils comme le nôtre. Deuxième constat, c'est l'augmentation du nombre de chimiothérapies orales. C'est des chimiothérapies qu'on prend à domicile. Donc l'accompagnement des patients va aussi devoir changer, avec une répartition des coûts qui n'est plus seulement des coûts en soins, donc au traitement, mais aussi dû à une perte de productivité des patients, par exemple, qui ne peuvent plus aller travailler. Enfin, au niveau du suivi, on a le 4e plan cancer qui met vraiment l'accent sur toutes les données qu'on peut obtenir en vie réelle auprès des patients pour s'assurer qu'ils vivent bien leur traitement. Donc notre solution VIX, c'est un compagnon virtuel avec qui on va pouvoir discuter par message texte directement avec son téléphone. Il va, dès le diagnostic, pouvoir répondre à toutes les questions que se posent les patients, que ce soit des questions médicales, mais aussi des questions pratiques sur certains effets secondaires, sur des remboursements de la sécurité sociale, sur leur traitement. On a développé de nombreuses fonctionnalités par nous-mêmes ou en rapport avec les retours des patients et des patientes. Donc on a notamment mis en place des rappels intelligents pour les traitements qui nous permettent de configurer un rappel journalier avec un snooze intelligent, c'est-à-dire qu'on va demander au patient est-ce qu'il a pris son traitement, oui, non, s'il l'a pas pris, on va pouvoir lui rappeler plus tard, ou bien lui demander pourquoi il l'a pas pris. Ça nous permet d'avoir des informations qui sont utiles pour justement pouvoir adapter les traitements auprès du patient et s'assurer qu'il prenne bien son traitement et surtout qu'il vive bien son traitement.
On a aussi une solution de gestion des effets secondaires, avec un suivi des déclarations d'effets secondaires, un carnet de suivi pour le patient, que le patient peut par exemple montrer à son médecin. Sur tous les conseils, on a développé ça vraiment avec des patients, avec des patientes, par rapport au retour qu'on a sur tous nos prototypes. Donc on a des conseils sur la nutrition, sur la sexualité, la fertilité, le sport, et ensuite des ressources utiles sur les centres, des associations que les patients peuvent trouver. On a vraiment à cœur de valider notre solution d'un point de vue scientifique. Benoît est pharmacien, moi je suis ingénieur, c'est dans notre manière de faire. Donc on va lancer en octobre une étude médicale à l'Institut Godino à Reims, dont le but est de vérifier l'amélioration de l'observance des patients avec un outil comme le nôtre. La technologie derrière Vic, c'est ça. Alors c'est un peu rustre, mais ici à gauche, on a l'entrée de Vic, c'est-à-dire que les messages vont arriver à cet endroit. C'est une API, donc nous, dans notre cas, on est disponible sur Facebook Messenger, mais on peut imaginer implanter la solution dans d'autres solutions qui existent, des applications, des sites web, des interfaces. La deuxième brique, c'est la brique qui va gérer les contenus. Donc elle va envoyer les blocs aux patients et surtout elle va contextualiser toutes les réponses en fonction des informations qu'on connaît sur le patient, comme son âge, son sexe, son rôle aussi, si c'est un patient ou si c'est un aidant, ils ne vont pas demander les mêmes questions. Ça, c'est cette brique qui s'en occupe. Au milieu, on a la brique cœur qui va faire un peu GPS entre toutes les autres briques et qui va pouvoir router les messages vers les autres contenus. On a forcément la brique de NLP, comme Benoît l'a dit, le Natural Language Processing, qui permet de comprendre les questions et de s'assurer qu'on va bien donner le bon bloc selon la question du patient. Et ensuite, toutes les autres fonctions, donc j'en ai développé quelques-unes, comme les rappels intelligents, le carnet de suivi. En bas, donc on a la base de données de contenu et l'interface pour les opérateurs, pour nous-mêmes, pour pouvoir maintenir l'outil en place. L'équipe, donc Benoît et Pierre, donc nous sommes ici présents. On a Benjamin Schex, qui est ingénieur et attaché de recherche clinique, qui nous accompagne pour l'étude médicale, justement. Et on a aussi Stéphane Vigneault, qui est docteur et chef du département oncohématologie de l'Institut Godino à Reims, qui nous accompagne également pour réaliser l'étude clinique. On a un comité scientifique qui nous aide à valider et à contrôler tous les contenus qu'on met dans le bot, et un comité juridique qui nous accompagne pour tout ce qui est respect de la vie privée des patients. Et donc, au-delà de la validation scientifique de notre bot, c'était aussi important pour nous d'avoir une validation de la part des utilisateurs, des utilisatrices, donc des patients, des patientes, des aidants. Et c'est ce qui nous a, dans notre démarche, amené à travailler avec mon réseau Cancer du Sein. Je vais laisser Laure présenter. Est-ce que tu peux leur demander de fermer la porte puisqu'on entend le... Merci. C'est bon? Avec la flèche là, ok. Donc, je vais déjà un petit peu resituer finalement qui nous sommes. Donc, Mon Réseau Cancer du Sein, c'est un projet qui a 3 ans aujourd'hui, qui a été lancé par l'association Patients en Réseau, qui a été créée donc début 2014. En fait, je dirais l'association par elle-même, elle est déjà originale puisqu'elle regroupe uniquement des patients et des proches concernés par le cancer, essentiellement le cancer du sein à ce jour. Et en fait, l'idée de cette association, c'était de partir de ce qui nous avait manqué en vrai quand on a été malade. Donc vraiment de répondre à des questions de la vraie vie. La première chose, c'était qu'on était très nombreuses à s'être senties très seules, à avoir eu de la difficulté à trouver les informations utiles, à être passé à côté d'informations ou d'adresses. Et on se disait toutes, si j'avais su, je serais allée là, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Et en fait, il y a un problème d'accès à ce qui peut nous aider au moment où on est malade. Et on est presque noyé dans une information rose, pleine de flonflons, de courses et de dépistage. Mais une fois que vous êtes malade, en fait, on manque d'infos. Et en plus, bien évidemment, on est sous le choc de ce diagnostic qui vient chambouler la vie des gens. Donc, il faut aussi faire face à comment je fais dans ma famille, le travail. Voilà, il y a tout ça qui vient en plus des traitements qui, par eux-mêmes, sont bien sûr très lourds à vivre. Et donc, c'est en partant de cette réalité
réalité qu'on a créé donc ce réseau social, Mon Réseau Cancer du Sein, qui du coup répond en premier à rompre l'isolement des gens, puisqu'on se rend compte que dès qu'on a passé le périph', on est tout seul. On n'a plus l'énergie, plus les moyens de revenir dans son centre de soins parisien par exemple, mais c'est le cas dans toutes les grandes villes. Donc en fait, on peut rejoindre Mon Réseau Cancer du Sein de n'importe où, à n'importe quel moment, même pendant les vacances, puisqu'on ne tombe pas malade qu'au mois d'octobre, bien évidemment. L'autre chose qu'on trouvait importante, c'est qu'on parle du dépistage du cancer du sein, et une fois que ça vous tombe dessus, dès la première mammographie un peu bizarre, vous vous rendez compte qu'il y a plein de maladies différentes. Et en fait, c'est compliqué. Il y a plein de cancers du sein différents, et on pense qu'il est important que les personnes puissent retrouver l'information sur ces différentes maladies pour comprendre ce qui leur arrive à elles. Et parce que si on comprend sa maladie, on va comprendre pourquoi on nous propose ce parcours de soins-là et pas celui de la cousine, de la tante, de la voisine, etc. Donc ça fait partie de ce qu'on a appelé l'empowerment, c'est-à-dire finalement d'accéder à une information utile pour mieux vivre son parcours de soins. L'autre réalité, c'est que on a du mal à trouver les adresses utiles de gens qui peuvent vraiment nous aider. La bonne boutique avec un accueil sympa où les gens vont pouvoir vous aider à accompagner la perte de vos cheveux, éventuellement la perte de votre sein, retrouver un kiné qui sait faire un drainage lymphatique, retrouver différentes adresses utiles et bien sûr toutes les associations locales qui ont très souvent de jolis noms très créatifs et qu'on ne connaît pas au départ. Donc voilà, faciliter, quel que soit le lieu de vie et la région, l'accès donc aux ressources de proximité ou aux ressources d'information. Et puis donc un peu plus récemment, à peu près un an après pour nous 1 an, on a aussi cherché à faire circuler des informations sur les événements. Parce que finalement, avec le développement de l'ambulatoire et des thérapies orales, les patients ne sont pas beaucoup dans les centres de soins. Elles peuvent pas voir les affiches où on leur dit qu'il y a une conférence sur l'hormonothérapie, sur la reconstruction du sein ou n'importe quel événement organisé par une association. Voilà, donc on cherche à faire circuler ces informations qui sont portées donc par d'autres structures associatives ou professionnelles. Il y a 1 an, on a lancé l'application mobile de notre site et qui nous a permis en fait de faire un pas en avant sur si vous voulez, l'accès aussi au soutien de cette communauté de patients. Donc on est en fait tout le temps dans la poche des patientes maintenant. Donc on est en salle d'attente, en chimio, en hospitalisation ou aussi en promenade, en vacances. Donc on partage en fait tous ces moments sur le réseau social. Alors, pourquoi ce partenariat avec WeFight ? En fait, ce qu'on a trouvé très intéressant quand on s'est rencontrés, c'est que je pense que déjà, il faut être avec les gens. Et les gens aujourd'hui sont de plus en plus donc, sur leur smartphone et de plus en plus sur ce type de messagerie extrêmement facile. Après, on a aussi fait une enquête et échangé avec les utilisatrices de notre réseau social et on s'est rendu compte que finalement, les patientes, elles tournent autour de Mon Réseau Cancer du Sein avant de s'inscrire. C'est une démarche de s'inscrire sur Mon Réseau Cancer du Sein. Il faut déjà avoir intégré dans sa tête qu'on a un cancer du sein, quelque part l'avoir accepté et puis il faut s'inscrire, donc choisir son pseudo. Voilà, il y a toute une démarche un petit peu lourde finalement que tous les patients ne sont pas prêts à faire, en tout cas au début. Et puis on ne sait pas toujours ce que ça peut apporter d'échanger avec d'autres patients. Et il y a aussi des personnes qui se disent mais moi je veux surtout pas discuter avec d'autres patientes, je reste avec les bouts importants et je veux pas échanger avec les autres, ça me fatigue ou ça me fait peur. Voilà, donc il y a plein de gens qui ont besoin d'autre chose en parallèle ou exclusivement. Et ce qu'on a trouvé très intéressant avec la proposition de Vic, c'est que finalement sans inscription, sur Facebook Messenger, donc une application qui est extrêmement utilisée, je vais pouvoir déjà dialoguer avec ce petit compagnon virtuel qui va m'apporter des informations super concrètes dans un langage du quotidien qui correspond donc à tout le monde, à la fois bien sûr aux patientes, mais aussi aux proches. Et je pense sincèrement que pour les proches, ça va être un outil génial parce qu'on se pose des questions et on a encore moins envie généralement de s'inscrire dans quelque chose de lourd. On cherche juste quelque chose qui va nous aiguiller pour être un bon proche et soutenir la personne malade.
Alors, comment est-ce qu'on a fonctionné ? Vous avez vu, quand même, les chatbots, c'est quand même un peu compliqué. Ils ont des super bonnes idées, là, les garçons, mais il faut mettre ça un peu dans la vraie vie des filles, on va dire, et des patientes en particulier. Donc, on s'est dit qu'il y avait donc un projet à faire sur le cancer du sein, parce que parler de tous les cancers d'un coup, c'est quand même très, très ambitieux, si on veut que les réponses soient courtes et précises et adaptées. Donc, on s'est focalisé sur le cancer du sein. On a proposé donc sur notre réseau social à des patients de rejoindre un groupe de testeuses. Donc, on a une trentaine de testeuses de toute la France qui ont participé donc tout au long de l'été à échanger avec le Vixin version bêta. Et on a organisé 2 focus group ici, qui ont permis en fait d'échanger en direct entre donc les 3 garçons et quelques patientes et pour vraiment justement réfléchir à quels sont nos besoins, quelles sont les questions qu'on se pose au début quand le diagnostic tombe, de quoi on a besoin pendant les traitements, de quoi on a besoin quand les traitements à l'hôpital sont terminés et que je reste à la maison avec un traitement au long cours. Et je crois que ces échanges ont permis de rendre Vixin encore plus pertinent pour les personnes qui sont malades aujourd'hui ou qui malheureusement vont l'être après le mois d'octobre puisqu'on tombe malade tout le temps. Eh bien, je crois que voilà, j'ai fini de vous expliquer ça et on va pouvoir passer à la vidéo de présentation.